Bonjour à toutes et à tous. Donc nous commençons notre semaine avec une nouvelle série d'auditions de notre commission d'enquête et nous reprenons nos travaux aujourd'hui en recevant Monsieur Olivier David, qui est chef du service du climat et de l'efficacité énergétique à la Direction générale de l'énergie et du climat. Monsieur, vous dirigez depuis 2018 ce service, qui est une division de la Direction générale de l'énergie et du climat, la DGEC, que vous représentez aujourd'hui. Auparavant, vous avez été notamment sous-directeur du système électrique et des énergies renouvelables au sein de la Direction de l'énergie, intégrée également à la DGEC, et cela de 2015 à 2018. Votre audition doit nous permettre de mieux comprendre le rôle de la DGEC dans le pilotage de la rénovation énergétique des bâtiments afin d'atteindre les objectifs que notre pays s'est fixés. Votre direction, placée sous la tutelle conjointe du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et de la ministre de la Transition énergétique, est chargée d'élaborer et de mettre en œuvre la politique relative à l'énergie, aux matières premières énergétiques, ainsi qu'à la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution atmosphérique. Plus spécifiquement, la DGEC a pour mission de proposer des mesures favorisant la maîtrise de la demande et l'utilisation rationnelle de l'énergie pour l'ensemble de ses usages, ce qui inclut, en ce qui concerne notre commission d'enquête, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments. À ce titre, la DGEC est l'administration qui est chargée du suivi des certificats d'économie d'énergie, les C2E, qui concentrent les critiques relatives à la fraude et aux malfaçons. Nous aimerions donc connaître vos positions concernant ces critiques et quelles sont les améliorations qui ont été mises en œuvre ou que vous envisagez de déployer à l'avenir. Après presque 5 ans à votre poste, vous êtes particulièrement qualifié pour avoir une vision d'ensemble de la politique de rénovation énergétique des bâtiments, de la manière dont sont fixés les objectifs et dont elle est pilotée. Il nous serait précieux que vous puissiez nous faire part de votre diagnostic et des améliorations que vous souhaiteriez voir aboutir. Comment la DGEC agit-elle pour favoriser la rénovation énergétique des bâtiments? Comment cette action s'articule-t-elle avec les autres acteurs de la rénovation énergétique? Cette gouvernance est-elle, selon vous, perfectible? Par ailleurs, j'observe que de plus en plus de voix s'élèvent pour demander une dissociation entre la décarbonation de l'énergie consommée pour atteindre la neutralité carbone et protéger le climat et l'isolation des bâtiments afin de lutter contre la précarité énergétique et de limiter la consommation et donc la production d'énergie. Cette dissociation vous semble-t-elle pertinente? Enfin, plus généralement, quelle analyse faites-vous des politiques publiques actuelles en matière de rénovation énergétique? Des améliorations peuvent-elles, selon vous, être apportées afin de rendre plus efficace et d'accélérer la rénovation énergétique des bâtiments? Avant de vous laisser la parole pour répondre à ces premières questions, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site Internet du Sénat et qu'un compte-rendu sera publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 ans à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 € à 100 000 € d'amende. Voilà, aussi je vous invite, monsieur le chef de service, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous en remercie. Je vous laisse donc la parole pour répondre d'ores et déjà à cette première question, plus le propos que vous souhaiterez tenir au préalable et en début de notre audition. Et notre rapporteur ainsi que les membres de notre commission ne manqueront pas, à la suite de vos propos, de vous poser un certain nombre d'autres questions. Je vous laisse la parole bien volontiers. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, merci pour votre invitation devant cette commission d'enquête.
Effectivement, comme vous l'avez dit, la politique de rénovation énergétique poursuit plusieurs objectifs, et je pense que c'est toute la complexité de cette politique d'avoir plusieurs objectifs à la fois. Il y a d'une part un objectif, bien sûr, de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Le bâtiment, c'est 18% des émissions de gaz à effet de serre de la France, et donc il est essentiel d'agir sur le bâtiment pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On a un objectif de baisse des consommations d'énergie, qui rejoint un objectif de baisse des factures d'énergie et de ce qui est payé par les ménages et aussi les entreprises et les collectivités dans le cadre de leurs propres bâtiments. On a un objectif important de lutte contre la précarité énergétique, qui est complémentaire des objectifs de baisse de consommation des émissions de gaz à effet de serre et de baisse des consommations d'énergie. Mais on voit bien que dans la lutte contre la précarité énergétique, et notamment dans la rénovation des bâtiments des ménages très précaires, qui du coup consomment très peu d'énergie du fait qu'ils vivent dans une passoire thermique ou un bâtiment très peu isolé, on voit bien que cette politique de rénovation énergétique des bâtiments peut conduire à une augmentation de la consommation d'énergie suite à la rénovation. Et enfin, on a quand même aussi un objectif de confort des logements, d'adaptation au changement climatique, qui est aussi présent dans la politique de rénovation énergétique et qui est souvent le moteur principal des rénovations. La plupart du temps, les ménages font des rénovations pas pour un objectif de baisse des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour un objectif de confort. Pour ça, on utilise l'ensemble des outils à disposition, et je pourrais y revenir plus en détail, à la fois des outils financiers, des outils d'aide qui sont extrêmement importants, avec MaPrimeRénov'. On est sur 2,8 milliards d'euros d'aide par an dans les différentes composantes de MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov' pour les propriétaires occupants, MaPrimeRénov' Sérénité, MaPrimeRénov' pour les copropriétés. On a, vous l'avez dit, le dispositif des certificats d'économie d'énergie, qui n'est pas propre à la rénovation des bâtiments, qui est bien un dispositif universel sur l'efficacité énergétique, mais qui, dans le bâtiment, représente de l'ordre de 3,7 milliards d'euros pour le bâtiment, dans la partie logement et la partie tertiaire. Et on a aussi une aide dont on parle peu, qui est la TVA réduite, la TVA à 5,5% sur les travaux de rénovation, qui représente cette fois-ci un coût fiscal de 2 milliards d'euros. On voit que dans les outils financiers, on a vraiment ces trois outils très divers, un outil fiscal, un outil budgétaire qui est MaPrimeRénov' et un dispositif extra-budgétaire, les certificats d'économie d'énergie. On a aussi des outils réglementaires qui existent aussi dans le domaine de la rénovation des bâtiments. Le décret tertiaire, qui s'applique au tertiaire et qui rend obligatoire des baisses de consommation d'énergie. On a ensuite des outils récents, l'interdiction de location des passoires thermiques, qui a été introduite par la loi Climat Résilience et qui rentre en vigueur progressivement. L'interdiction d'installer des nouvelles chaudières fioul, c'est un décret qui est rentré en vigueur le 1er juillet 2022. Et donc on voit que progressivement, s'ajoute à des outils d'incitation, des outils réglementaires. Et enfin, on a toute une politique d'information, conseil et d'accompagnement, parce qu'il ne s'agit pas juste d'avoir des aides et des obligations. Et on voit que l'aide et l'obligation ne suffisent pas, mais on a des sujets d'accompagnement. Vous m'avez interrogé sur cette dichotomie entre baisse des émissions de gaz à effet de serre et baisse des consommations d'énergie. Pour nous, les deux objectifs sont vraiment liés. C'est-à-dire que l'objectif qu'on poursuit, c'est bien la neutralité carbone en 2050. C'est vraiment le phare de notre politique énergétique et climatique. Mais je dirais les deux sous-piliers, enfin les deux conditions de l'atteinte de la neutralité carbone, c'est bien la baisse des consommations d'énergie. On n'arrivera pas à atteindre cette neutralité carbone sans baisse des consommations d'énergie. Et la sortie des énergies fossiles. C'est-à-dire que l'objectif, c'est bien en 2050 qu'on ne consomme plus, y compris dans le bâtiment, de fioul ou de gaz naturel pour se chauffer dans le bâtiment. Et donc, on voit bien que baisser les consommations d'énergie, ça veut dire baisser les émissions de gaz à effet de serre, ça veut dire baisser les consommations d'énergie.
et prioritairement baisser les consommations d'énergie fossile. Donc on a bien une politique basée sur ces deux piliers, baisser les consommations d'énergie et sortir des énergies fossiles. Ça guide aussi nos actions de rénovation, cette sortie des énergies fossiles dans le bâtiment. Les objectifs, ils ont été fixés au niveau européen et on les a déclinés au niveau français. Et ils ont été récemment rehaussés par le paquet Fit for 55. Notre objectif précédent, c'était moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 90. Et on est en train de rehausser significativement cet objectif à moins 55% net, ce qui nécessite d'accélérer notre politique de rénovation. La politique de rénovation, elle porte ses fruits en matière de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. On a, dans le bâtiment, c'est 65 millions de tonnes de CO2 en 2022, et on observe une baisse continue ces dernières années. Depuis 2017, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 22% dans le bâtiment, c'est-à-dire ça correspond en gros à 4,5% par an. On était, grosso modo, sur le rythme à atteindre pour atteindre notre ancien objectif de baisse de gaz à effet de serre, qui nécessitait une baisse de moins 4,6% par an des émissions de gaz à effet de serre dans le bâtiment. On voit qu'on était, grosso modo, sur le bon rythme. Par contre, la hausse de l'objectif 2030 nous oblige à accélérer la baisse des émissions de gaz à effet de serre dans le bâtiment, puisque entre maintenant et 2030, il va falloir baisser de 45% nos émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire atteindre un rythme en gros de 5,6% par an. On voit qu'il y a une accélération à faire suite à l'augmentation de l'objectif dans la baisse des émissions de gaz à effet de serre. La politique française, donc, je reviens un peu sur cet objectif. Quand on compare avec nos voisins européens, on voit que tout le monde a à peu près la même politique, isolation et sortie des énergies fossiles, avec quand même un certain nombre de différences avec les autres. Enfin, on voit que c'est une politique qui est difficile à mettre en œuvre dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. D'ailleurs, le Haut Conseil pour le climat avait publié il y a 1 an ou 2 un rapport de comparaison de ces politiques entre les pays européens. On voit qu'on a à peu près tous les mêmes difficultés qui consistent à convaincre les ménages de s'engager dans des travaux de rénovation énergétique. Et tous les États européens utilisent à peu près les mêmes outils, des outils d'incitation, d'obligation et d'accompagnement. En France, dans le logement, on utilise surtout de l'incitation et peu d'obligations. Et on voit qu'on était peut-être un peu en retard sur l'accompagnement, par rapport notamment aux Allemands qui ont des dispositifs d'accompagnement des ménages dans la rénovation globale qui sont sans doute plus performants que les nôtres. Et j'y reviendrai, c'est ce qu'on essaie de faire avec mon accompagnateur Rénov'. On a par contre une grande spécificité, une spécificité marquée dans la politique en France, c'est que notre politique de rénovation énergétique a un caractère social extrêmement fort, ce que n'ont pas un certain nombre de pays européens, ce qui d'ailleurs, d'un certain point de vue, selon les objectifs qu'on poursuit, n'est pas forcément le plus efficace pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, en termes puisque le niveau d'aide pour pouvoir déclencher des opérations de rénovation est beaucoup plus important sur les ménages très modestes que sur les ménages aisés. Mais on a clairement, et ça s'est énormément renforcé depuis 2017, un volet social à notre politique de rénovation énergétique très fort. C'est notamment ce qu'on fait dans les C2E, mais ce qu'on a fait aussi dans MaPrimeRénov'. Si je fais un petit zoom sur le logement dans les émissions de gaz à effet de serre, le logement, c'est 2 tiers des émissions de gaz à effet de serre du bâtiment, et 80% des émissions de gaz à effet de serre, c'est le chauffage. Et quand on zoome sur le chauffage, 1 tiers des émissions de gaz à effet de serre du chauffage, c'est le chauffage fuel, et en gros 2 tiers, le chauffage gaz. Le chauffage fuel, c'est en gros 2,5 à 2,8 millions de chaudières pour 30% des émissions, tandis que le chauffage gaz, au gaz naturel, il y a 12,5 millions de chaudières pour 60% des émissions. On voit que là où il y a un gisement d'émissions de gaz à effet de serre très fort, c'est bien sur le chauffage fuel dans le bâtiment. Et donc, c'est, depuis 2017, une des priorités fortes de la politique de rénovation,
c'est d'essayer de pouvoir sortir du fuel dans le domaine du bâtiment. Et donc, c'est vraiment nos deux piliers, sortir du fuel dans le domaine du bâtiment et isoler les bâtiments en se concentrant sur les passoires thermiques. Les passoires thermiques, les F et G, c'est 17% du parc de logement. Si on voit que si on arrive à la fois à rénover l'ensemble des passoires thermiques, là où on a des gains de gaz à effet de serre, des économies d'énergie les plus importantes, et de sortir du chauffage fuel, c'est là où les gisements en termes d'économie d'énergie et de baisse de gaz à effet de serre sont les plus importants. Et c'est comme ça qu'on a essayé d'orienter nos systèmes d'aide. Nos systèmes d'aide, donc c'est bien sûr MaPrimeRénov' que vous connaissez, qui est MaPrimeRénov', qui est un dispositif récent. On a tendance souvent à l'oublier quand on parle de ce dispositif. C'est un dispositif qui a été créé en 2020 pour les ménages modestes et très modestes, et en 2021 qui a été élargi à l'ensemble des ménages. Parfois, je dirais, les critiques de ce dispositif ont tendance à oublier ce caractère extrêmement récent je dirais, qui est forcément un dispositif qui est monté en puissance de façon extrêmement rapide, puisque dès le début, on a eu un nombre de demandes extrêmement élevé. C'est le dispositif qui remplace le CITE, avec deux avantages dans MaPrimeRénov', enfin deux caractéristiques. C'est qu'on va pouvoir toucher la prime beaucoup plus rapidement. Donc il y a un certain nombre de critiques sur le fait qu'on touche la prime trop lentement, mais il ne faut pas oublier que dans le CITE, on faisait les travaux une année, on l'a déclaré sur sa déclaration d'impôt l'année suivante. Il y avait 12 à 18 mois entre le moment où on engageait l'argent et au moment où on touchait les travaux. C'est des délais qui sont certes toujours trop longs pour les ménages, mais qui ont été considérablement raccourcis dans MaPrimeRénov', puisqu'on peut avoir sa prime au bout de quelques mois. Et enfin, c'est un dispositif qui a été énormément recentré sur les ménages modestes. 70% de MaPrimeRénov' est consacré aux ménages modestes et très modestes, ce qui n'était pas du tout le cas du crédit d'impôt transition énergétique, qui était concentré sur les ménages, dans lesquels les ménages aisés touchaient l'essentiel du crédit d'impôt. C'est un dispositif qui a permis de faire plus de 700 000 rénovations en 2022, avec plusieurs piliers. MaPrimeRénov' Sérénité, qui est un dispositif d'accompagnement et qui permet des rénovations plus profondes, dans lequel il y a eu 15 000 dossiers en 35 000 dossiers en 2022. MaPrimeRénov' Copropriété, qui est un dispositif spécifique d'accompagnement des copropriétés, là aussi qui permet des rénovations profondes et qui monte fortement en puissance. Il y en a eu 25 000 en 2022. Et enfin, MaPrimeRénov', je dirais par geste, dans lequel il y en a eu 630 000 en 2022, qui permettent, pour beaucoup, des changements de chauffage, des installations de pompes à chaleur, en gros, qui permettent de quitter des chauffages fuel ou gaz pour installer des pompes à chaleur, y compris des pompes à chaleur hybrides, du chauffage biomasse, mais aussi qui permet de faire de l'isolation des murs dans MaPrimeRénov' par geste. Les enjeux sur MaPrimeRénov', c'est je dirais, pouvoir progressivement augmenter les rénovations globales par rapport aux rénovations par geste, avec de l'accompagnement. C'est le pilier MaPrimeRénov' Sérénité qui joue ce rôle d'accompagnement par geste. Et l'idée, c'est en informant les ménages d'accompagner progressivement les ménages vers des rénovations plus profondes. À la DGEC, on n'oppose pas à rénovation par geste et rénovation plus profonde. C'est aussi utile de pouvoir changer, de pouvoir faire des gestes d'isolation, de pouvoir faire changer sa chaudière, notamment quand on change une chaudière, quand on passe par exemple d'une chaudière gaz à une pompe à chaleur hybride, on va diviser par 3 sa consommation de gaz, on va baisser sa facture, baisser les émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi des gestes qui sont utiles, même si on est très attentif à ce que dans l'installation de pompe à chaleur, on ait un certain niveau d'isolation du bâtiment.
Ça, c'est MaPrimeRénov', notre grand pilier. Notre deuxième grand pilier, c'est les certificats d'économie d'énergie, dans lequel on est sur un dispositif extra-budgétaire qui repose sur les fournisseurs d'énergie, qui doivent faire des économies d'énergie, avec deux caractéristiques dans ce dispositif. Ce qu'on appelle dans notre jargon le rôle actif et incitatif. C'est-à-dire que c'est un dispositif qui est très construit sur l'aller vers. C'est-à-dire que on n'obtient pas un certificat d'économie d'énergie après avoir fait les travaux en regardant les aides auxquelles on a droit. C'est bien une aide qui doit déclencher des travaux. Ça, c'est une caractéristique très importante du dispositif. Et l'autre caractéristique, c'est que c'est un dispositif qui a aussi un caractère redistributif, puisque les C2E, le coût des C2E est prélevé sur la facture des Français, mais bénéficie beaucoup plus aux ménages précaires qu'aux autres ménages. Donc je dirais que les ménages précaires sont bénéficiaires nets des C2E, alors que les ménages les plus aisés, je dirais, payent plus de C2E dans leurs factures qui reçoivent collectivement en termes d'aide sur les C2E. C'est un dispositif qui est extrêmement important pour la rénovation. Juste quelques chiffres. En 2022, c'est 625 000 isolations de combles. C'est 170 000 isolations de plancher, 150 000 isolations de murs. C'est 155 000 pompes à chaleur qui ont été soutenues. On voit qu'on est sur des chiffres assez massifs également en termes de gestes de rénovation qui sont effectués grâce au certificat d'économie d'énergie. Le certificat d'économie d'énergie, c'est la valeur qui est attribuée, elle est liée aux économies d'énergie réalisées, sauf deux exceptions. On accorde des bonifications qui correspondent aux priorités que j'ai indiquées, avec ce qu'on appelle dans le jargon des professionnels, en termes de communication, nos fameux coups de pouce. On a deux types de coups de pouce. Les coups de pouce chauffage, qui répondent à notre priorité de sortir des énergies fossiles, donc dans lequel on va soutenir plus des ménages qui passent d'une chaudière fuel ou gaz vers un chauffage ENR, de type pompe à chaleur ou chauffage biomasse ou réseau de chaleur. Et notre deuxième priorité, c'est la rénovation globale. On a un coup de pouce rénovation globale dans lequel, quand le ménage s'engage dans une rénovation globale, il va recevoir plus de C2E que ce qu'il aurait dû dans un calcul de l'économie d'énergie réalisée. Vous avez parlé des fraudes. Alors, sous le terme de fraude, il y a beaucoup de situations diverses qui sont constatées. Donc c'est un terme générique qui recouvre beaucoup de situations. On en observe dans le dispositif des C2E, on en observe aussi dans le dispositif MaPrimeRénov'. On a des fraudes, je dirais, de type fraude purement au dispositif, c'est-à-dire donc qui n'impactent pas les ménages en quelque sorte, c'est-à-dire des gens qui vont demander des C2E pour des travaux qui n'ont jamais été faits. Ça, je dirais, c'est des fraudes qui sont intrinsèquement liées au dispositif, enfin qui sont plutôt liées au dispositif lui-même. Puis on a des fraudes qui sont liées aux opérations de rénovation, avec tout un panel de fraudes. À la fois des fraudes qui sont liées à des sujets de consommation, c'est-à-dire que des professionnels qui vont vendre des travaux sans avoir l'accord express de la personne qui va faire les travaux, souvent en leur vendant un crédit associé. Sur ça, c'est des fraudes qui sont, je dirais, ce qu'on observe aussi dans plein de dispositifs de démarchage qui ne sont pas propres à la rénovation, mais qu'on retrouve dans plein de situations de la vie courante. Et on a ensuite des fraudes, entre guillemets, qui sont liées à des malfaçons dans les travaux, avec là aussi, on a tout le spectre
de fraude, je dirais, de travaux qui sont clairement je dirais, très très mal faits, à des petites malfaçons. Et donc on a tout le spectre. C'est pour ça que ce terme de fraude recouvre une situation extrêmement diverse, dans lequel la lutte contre la fraude est pour nous une préoccupation, je dirais, constante, puisque on a en permanence à lutter contre la fraude. Dans cette lutte contre la fraude, on déploie... donc, on a eu une montée en puissance très forte des C2E dans les années 2018-2020, dans lequel cette montée en puissance très forte et rapide s'est accompagnée d'un afflux de fraudeurs important. Souvent, les fraudeurs, notamment, je dirais, repèrent des dispositifs qui montent en puissance rapidement pour pouvoir s'engouffrer dans le dispositif. Et donc, ce qu'on observe, c'est, dans le dispositif des C2E, une très forte baisse des fraudes depuis, je dirais, 1 an ou 2, par rapport à ce qu'on observait dans les années 2018-2020. Comment est-ce qu'on a pu, je dirais, faire cette baisse des fraudes? D'une part, en augmentant très fortement le niveau des contrôles, avec 2 types de contrôles. Des contrôles qui sont réalisés par les énergéticiens avant qu'ils déposent les C2E, avec des obligations de contrôle importants, des contrôles sur site. 10% des opérations qui sont réalisées par les énergéticiens doivent faire l'objet de contrôles sur site. Donc très concrètement, c'est un bureau de contrôle qui se déplace là où ont lieu les travaux pour pouvoir vérifier à la fois que les travaux ont été faits et la qualité des travaux. Donc c'est 10% des travaux. Et ce qu'on a rendu obligatoire, donc c'est au moins 10%. Et ce qu'on a rendu obligatoire, c'est aussi les travaux, les contrôles par ce qu'on appelle par sondage, plutôt par point de contact. C'est 20% des travaux doivent être contrôlés par point de contact, donc en plus des 10% qui sont contrôlés sur site. Ce qu'on appelle des travaux par des contrôles par point de contact, ça prend la forme d'un coup de téléphone ou d'un courrier avec réponse des gens chez qui on a fait les travaux, dans lequel on doit leur demander est-ce qu'ils ont bien eu des travaux et comment se sont passés les travaux et est-ce qu'ils ont satisfait des travaux. Donc, ça permet de contrôler moins de choses qu'en allant sur site, puisque notamment les ménages ne sont pas experts et donc ne savent pas forcément répondre sur la qualité des travaux. Mais en tout cas, s'ils ne sont pas satisfaits des travaux et s'il y a des malfaçons, ils vont le dire par téléphone. Bien sûr, chaque contrôle négatif ou chaque point de contact négatif donne lieu à des corrections des travaux. Donc on a quasiment un tiers des C2E qui sont déposés, qui ont fait l'objet de contrôles. Et ensuite, on a nos propres contrôles qui sont faits par l'administration, par le pôle national des certificats d'économie d'énergie, dans lequel là, on n'est pas sur des contrôles aléatoires, mais on est sur des contrôles ciblés, dans lequel, par toute une série d'indices et d'informations, on va nous aussi faire les mêmes types de contrôles, donc envoyer des bureaux de contrôle sur place, vérifier la qualité des travaux et faire des contrôles par point de contact. Là où ça s'est beaucoup amélioré, c'est qu'on a interrogé 10 000 ménages bénéficiaires de C2E et on a une note médiane de 9 sur 10, aussi bien sur la qualité des travaux que sur le dispositif des C2E. Donc on a des ménages qui sont globalement très satisfaits je dirais des travaux qu'ils ont eus. Bien sûr, il y a toujours des problèmes, et il y aura toujours des problèmes qu'on essaye du coup de repérer à la fois par des dispositifs de signalement. Donc les gens nous envoient des signalements en nous disant directement qu'ils sont pas satisfaits de leurs travaux. Mais aussi, une autre action qu'on a menée, c'est un renforcement extrêmement étroit je dirais, de l'ensemble des services de l'État qui agissent qui luttent contre la fraude. Donc la DGEC avec notre pôle national des certificats d'économie d'énergie, les services de la DGCCRF sur les sujets de consommation, les services de police et de gendarmerie,
mais aussi Tracfin, puisqu'on est parfois confronté. Donc là, on ne parle pas de fraude, je dirais, de malfaçon, mais vraiment là de fraude au C2E. Et on travaille étroitement avec l'ANA qui pilote MaPrimeRénov' et les organismes je dirais, de certification qui accordent les certifications RGE, dans lequel c'est aussi un échange d'informations qui permettent d'orienter les travaux RGE. Tous ces échanges d'informations peuvent se faire grâce aux modifications législatives qui ont été apportées dans la loi énergie-climat de 2018 et dans la loi climat-résilience en 2021. On peut maintenant échanger de façon fluide, tout en respectant le secret, bien sûr, des informations qu'a chacun vis-à-vis de l'extérieur, de nos informations. Je suis un peu long. Peut-être un mot aussi sur le reste à charge, qui est aussi un point important, avec le dispositif d'éco-PTZ qui monte en puissance fortement. Il y en a eu 80 000 en 2022. Mais aussi le pré-avance rénovation, qui est une nouveauté de la loi climat-résilience, qui monte en puissance. On n'a pas encore de chiffres, mais il monte en puissance. Un point important, au-delà des incitations, c'est l'information conseil. Donc on distingue bien, nous, l'information conseil de l'accompagnement. L'information conseil, c'est des lieux ou des points de contact, que ce soit physique ou par téléphone, dans lesquels les ménages peuvent obtenir des informations et du conseil sur la rénovation. C'est un dispositif qui est, je dirais, copiloté avec les collectivités. C'est le réseau France Rénov', dans lequel l'ANA assure le pilotage complet du dispositif, et c'est bien copiloté et cofinancé par les collectivités. C'est en gros 50-50 de l'argent donc qui vient des C2E du programme SAR et 50% qui est apporté par les collectivités, que ce soit les régions, notamment les régions et les EPCI, et un tout petit peu les départements dans quelques situations. Ça a beaucoup monté en puissance depuis 2019. Aussi bien en nombre de conseillers qu'en espace France Rénov'. On couvre maintenant la quasi-totalité du territoire, 98% du territoire. Il y a encore des sujets dans certains départements d'outre-mer, mais je dirais en France métropolitaine, on couvre l'ensemble du territoire. Et on est passé de 700 conseillers en 2019 à 2300 conseillers aujourd'hui. Donc on voit bien la montée en puissance très forte de ce dispositif d'accompagnement conseil. C'est qu'en 2022, 450 000 ménages qui ont fait l'objet d'une information dans ces espaces et 225 000 qui ont fait l'objet de conseils. Donc certains s'informent juste puis s'arrêtent à l'information et d'autres passent au conseil. Donc c'est 225 000 ménages qui ont été conseillés. C'est un dispositif qui est bâti sur un programme C2E SAR, co-construit et co-porté avec les collectivités. Programme qui s'arrête fin 2024. Et donc, on a ouvert depuis début mai une large concertation avec les collectivités pour pouvoir définir ce que sera ce dispositif France Rénov' post-2025, dans lequel les principes qu'on a mis sur la table, c'est à la fois de garder ce copilotage avec les collectivités, de garder ce cofinancement avec les collectivités. Et du côté de l'État, ça sera des financements budgétaires qui prendront la suite du programme C2E. Et l'idée, c'est bien de pouvoir poursuivre cette montée en puissance de cette information conseil qui est important. Ce qui débute, par contre, c'est toute la mission d'accompagnement. Là, on est différent de l'information conseil. Là, l'idée, c'est vraiment d'accompagner le ménage concrètement dans ses travaux, dans le choix des entreprises, le suivi des travaux et la réception des travaux. Et cet accompagnement est pour nous absolument essentiel si on veut, je dirais, aller vers beaucoup plus de rénovation globale, puisque un ménage a besoin d'être accompagné pour aller dans la rénovation globale. Alors, l'accompagnement existe déjà à la fois dans MaPrimeRénov' Sérénité, qui est fait déjà l'objet d'un accompagnement pour les ménages modestes,
Dans MaPrimeRénov', rénovation globale qui existe pour les ménages, je dirais, intermédiaires et supérieurs. Les espaces France Rénov' faisaient déjà de l'accompagnement. Ils ont fait 20 000 accompagnements en 2022, donc il y avait aussi de l'accompagnement par ces espaces France Rénov'. Mais l'idée, c'est d'accélérer fortement et d'augmenter très fortement le nombre de ce qu'on appelle les Mon Accompagnateur Rénov', donc cette profession qui existe déjà, mais qu'il faut qu'on développe et qu'on développe fortement, qui va accompagner ces ménages. Et donc, ces accompagnateurs Rénov' seront agréés par l'État. Donc, c'est un dispositif mis en place par la loi Climat Résilience, dans lequel l'ensemble des textes réglementaires ont été publiés. Et l'ANA est en train d'agréer ces accompagnateurs Rénov'. Donc, on peut dès maintenant déposer son dossier à l'ANA pour pouvoir, être agréé mon accompagnateur Rénov'. Et l'objectif, c'est qu'à partir de 2023, quand on a des aides par exemple, quand on a les aides MaPrimeRénov', rénovation globale, ces aides fassent obligatoirement l'objet d'un accompagnement. Donc il y aura un accompagnement obligatoire quand on aura de la rénovation, on aura des aides pour faire de la rénovation globale. Et l'objectif, c'est d'augmenter très fortement le nombre de Mon Accompagnateur Rénov' pour que, progressivement, on puisse, quand un ménage se dit je vais faire de la rénovation par geste, qu'il puisse aller vers l'information conseil, et que l'information conseil dans lequel, alors soit ça ne se justifie pas, par exemple, il a un logement qui est très bien isolé avec une chaudière gaz, là, l'information conseil va lui dire mais si vous installiez, par exemple, une PAC hybride au lieu de votre chaudière gaz, vous feriez des économies et vous auriez des aides, vous pourriez aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre. À ce moment-là, il sera orienté vers un professionnel de la pompe à chaleur hybride compétent. Mais s'il lui dit je voudrais changer de chaudière, mais j'habite dans une passoire thermique, là l'objectif, c'est que l'information conseil l'oriente vers Mon Accompagnateur Rénov' avec les aides spécifiques, et donc qu'on puisse créer ce canal qui existe déjà mais qu'on veut massifier vers la rénovation globale. Donc c'est vraiment l'enjeu qui est devant nous là dans les 6-12 mois qui viennent. Donc on a l'ensemble du cadre réglementaire, c'est d'augmenter très fortement le nombre de professionnels Mon Accompagnateur Rénov'. Donc ces professionnels existent déjà dans les dispositifs, il y a déjà tout un socle de professionnels. Notamment, c'est les professionnels qui font l'accompagnement de MaPrimeRénov' Sérénité. Et c'est beaucoup de personnes dans les espaces France Rénov' qui font déjà de l'accompagnement, donc qui sont, je dirais, notre socle de Mon Accompagnateur Rénov'. Je ne sais pas si vous voulez que je dise un mot du tertiaire. Peut-être que je suis un peu long. Non, mais c'est très intéressant. Je pense que pour l'heure, on va peut-être s'arrêter là, de façon à ce que le rapporteur vous pose peut-être un certain nombre d'autres questions, si des membres de la commission veulent également, et puis à la fin, peut-être, parce que c'est moins l'objet de notre commission, sur le tertiaire. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le chef de service, pour à la fois vos explications. C'est vrai que sur le tertiaire, même si, on va dire, ça nous intéresse aussi, mais du coup, la commission d'enquête est plutôt ciblée sur toute la question du logement, et qui est déjà un gros sujet, donc on va peut-être en rester là. Non, moi j'avais plusieurs questions. D'abord peut-être sur l'observatoire de la rénovation, puisque vous faites partie de la gouvernance, si vous pouvez nous en dire quelques mots, parce que c'est vrai que c'est un outil qui est relativement neuf. Donc on a déjà auditionné, mais voir votre avis sur le fonctionnement en fait de cet observatoire, des premières analyses, en tout cas des premiers chiffres qu'il a pu produire, et du coup si ça vous paraît un outil intéressant, en tout cas satisfaisant et à poursuivre. Ensuite, j'avais des questions donc vous avez beaucoup parlé des C2E, sur le fonctionnement des C2E. C'est vrai que peut-être on se pose un peu la question, et vous l'avez très bien dit dans votre explication, sur le fait qu'il y avait plusieurs dispositifs, MaPrimeRénov',
Et puis à côté, on avait ce fonctionnement des C2E qui parfois n'est pas forcément très lisible en fait, à la fois de l'extérieur et pour les personnes qui veulent travailler sur la rénovation thermique de leur logement, de savoir à qui s'adresser, comment, et d'avoir de la lisibilité. Donc, est-ce qu'il y a des orientations, en tout cas des réflexions, pour faire en sorte que ces deux dispositifs puissent n'en faire qu'un, même si derrière il y a des choses plus complexes à mettre en œuvre, mais en tout cas qui est peut-être qu'une seule porte d'entrée. Et puis surtout, ce qu'on voit parfois, c'est des orientations, en tout cas des indications qui peuvent être contradictoires entre ce que peut faire MaPrimeRénov', qui, en tout cas dans son orientation, va plutôt sur essaye plutôt d'accompagner vers de la rénovation globale. Mais en même temps, avec les C2E, vous l'avez dit, où on a des opérations ciblées sur mes combles à 1 euro, sur les chaudières, et donc qui en fait orientent directement en fait vers un seul geste, parce que c'est vrai que quand on fait une opération comme les combles à 1 euro ou juste ciblée sur une chaudière, forcément, on va plutôt pousser en fait à faire ces gestes-là. Donc voilà, je voulais avoir votre avis un petit peu sur la cohérence, en tout cas, entre le fonctionnement de ces deux dispositifs. Également, peut-être, c'est vrai que vous n'en avez pas beaucoup parlé, mais sur la question du confort thermique d'été. Et c'est vrai que c'est une question qu'on se pose aussi beaucoup sur toutes ces questions de rénovation thermique. C'est que pour l'instant, on parle beaucoup effectivement du confort hiver et en tout cas des déperditions énergétiques, mais sur le confort d'été, dont on sait que c'est quelque chose qui va être de plus en plus prégnant. Et qui a un impact aussi énergétique, puisque sur les climatisations, sur le fait aussi des pompes à chaleur qui peuvent être réversibles, et donc tout l'intérêt aussi d'avoir cette réflexion, en tout cas en amont quand on fait de l'isolation, et donc sur les types de matériaux. Et c'est vrai par exemple que sur MaPrimeRénov', beaucoup de dispositifs liés au confort d'été, que ce soit des casquettes solaires, que ce soit des stores, etc., ne sont pas éligibles, en tout cas ne sont pas pris en compte. Est-ce que c'est des réflexions du coup que vous pouvez avoir? Et puis sur l'accompagnateur Rénov', vous en avez également parlé, en distinguant bien effectivement la partie, on va dire, conseil, première approche, et puis ensuite l'accompagnateur Rénov' qui est plus dans on va dire dans l'opérationnel, en tout cas dans l'orientation de ce qu'il faudrait faire sur la rénovation. Pour l'instant, on n'a pas encore eu réellement de chiffres et de savoir cet accompagnateur Rénov'. En fait, on se pose quand même beaucoup de questions sur ce qu'il fera réellement, en fait, et quelle sera sa mission. Et c'est vrai que suivant ce type de mission, ça peut être très différent. Et si c'est vraiment un accompagnement, je dirais, poussé, un véritable accompagnement justement vers de la rénovation globale et un vrai conseil avec une étude énergétique, on sait que ça peut coûter un certain montant de 3 000 euros. Mais on entend aussi parler de prestations qui pourraient être aux alentours de 150, 200 euros, ce qui est du coup pas du tout la même chose et qui n'est pas du tout la même chose dans les orientations et dans ce que pourra faire cet accompagnateur Rénov'. Donc savoir si du coup, voilà, vous pouvez nous éclairer en tout cas sur quel serait le but et l'objectif, et puis savoir en fait si justement, suivant ce montant-là, est-ce que c'est quelque chose qui serait pris en charge totalement, c'est-à-dire quelqu'un qui fait ce choix-là et qui se lance dans une rénovation, est-ce que du coup le coût de cet accompagnateur Rénov', puisqu'il deviendrait obligatoire si on est sur de la rénovation globale, est-ce qu'il serait pris en charge intégralement? Voilà, c'était mon autre question. Et puis, je crois que pour l'instant, j'ai fait le tour déjà dans un premier temps. Merci. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Alors, sur l'ONRE, l'Observatoire de la rénovation énergétique, donc c'est... alors, la statistique publique s'intéressait déjà à la rénovation et au bâtiment avant la création de l'ONRE. Donc, on a créé cet observatoire, mais on l'a créé beaucoup à partir de travaux déjà existants. L'objectif, c'est quand même de sanctuariser un certain nombre de travaux qui permettent d'éclairer sur où est-ce qu'on en est en matière de rénovation énergétique, avec la mise en place de tableaux de bord et d'indicateurs qui sont publiés régulièrement sur le site du ministère, et la publication d'un certain nombre d'études qui sont faites spécifiquement par l'ONRE. L'objectif de l'ONRE, c'est bien à la fois, donc tous les travaux de l'ONRE sont publics, ils sont mis sur le site internet du ministère,
avec un certain nombre de travaux qui ont déjà été publiés, à la fois sur l'état du parc, où est-ce qu'on en est dans l'état, en termes d'étiquette de l'état du parc, que ce soit le parc de logement, mais aussi ce qui a été publié récemment, c'est le parc de logement qui est mis à la location. On n'a pas tout à fait les mêmes étiquettes entre ce qui est mis à la location et ce qui est le parc global, avec toute une suivi de consommation d'émissions de gaz à effet de serre du parc de logement. Donc c'est effectivement quelque chose qui est très précieux, et surtout ce qui est précieux, c'est que c'est des travaux dans la durée. Ça veut dire qu'on a des premières études qui ont été publiées, mais l'objectif c'est de pouvoir les faire régulièrement, tous les ans, dans lequel qu'on puisse suivre l'évolution et les effets des politiques publiques qui sont menées, avec des travaux dans lesquels l'objectif c'est aussi d'avoir des données le plus rapidement possible, ce qui est toujours un peu frustrant dans les données statistiques en matière d'énergie et de climat, c'est que on a souvent les données avec 1-2 ans de retard, et donc ce qui rend compliqué le pilotage de la politique quand on sait 2 ans après l'effet de ce qu'on a mené. Et donc, un des grands enjeux de l'ONRE, c'est aussi de voir comment, par des méthodes, je dirais, sans doute moins fiables que je dirais, les méthodes de statistiques utilisées précédemment, enfin, qui continueront à perdurer, mais dans lesquelles on a besoin d'une très grande durée avant d'avoir des chiffres consolidés, pouvoir avoir des chiffres provisoires de façon beaucoup plus rapide pour mesurer l'effet des politiques. Et enfin, un travail très important qui est en train d'être mené par l'ONRE, c'est de se demander quelles sont les économies d'énergie réelles d'un certain nombre de rénovations, donc de façon statistique, en utilisant les outils Linky et Gaspard, qui permettent d'avoir des mesures extrêmement fiable et, je dirais, avec un pas de temps réduit. En général, le pas de temps du mois suffit d'avoir des mesures je dirais, de consommation d'électricité et de gaz. Et le travail qu'est en train de mener l'ONRE, c'est d'essayer de rapprocher les bâtiments qui ont fait l'objet de rénovation et d'observer les économies d'énergie réelles avant-après, pour voir, pour mesurer quels sont les effets réels des travaux d'économie d'énergie. Donc c'est un travail de grande ampleur, parce que y a énormément de biais statistiques. On voit bien qu'un logement vide qui a fait l'objet de rénovation et qui ensuite est occupé va voir sa consommation d'énergie augmenter entre avant et après. Pourtant, il peut être passé de passoire thermique à un logement très bien isolé. Il y a tous les sujets de changement de la taille du foyer. Donc c'est un travail qui nécessite du coup un nombre statistique très important de logements qui ont fait l'objet de rénovation. Et là aussi, ça fait partie du type de travaux que mène l'ONRE. Donc c'est vraiment extrêmement satisfaisant. Donc c'est pour nous un outil très précieux. Sur les C2E, je dirais... Alors, c'est un outil qui est vraiment différent de MaPrimeRénov', qui n'est pas un outil budgétaire. Donc, on a vraiment d'un côté un outil budgétaire, de l'autre un outil extra-budgétaire, avec du coup, des mécanismes un peu différents. On a aussi la force des C2E, c'est qu'on a cet aller vers des énergéticiens qui ne doit pas aller vers du démarchage agressif. Donc c'est c'est aussi un point important, toute la limite entre proposer des travaux de rénovation énergétique et le démarchage abusif. Mais là, il y a aussi eu toute une série de dispositions législatives contre le démarchage téléphonique qui portent ses fruits. Donc, je dirais, les deux dispositifs ont leurs avantages et leurs inconvénients. L'objet, c'est bien pour nous que ce soit le plus fluide possible pour les ménages, avec des critères qui sont... donc, on a fait une partie du travail qu'on est en train de finaliser, des critères qui sont exactement identiques. C'est-à-dire que ce qui, pour nous, est un problème, c'est quand une isolation des murs par les C2E et une isolation des murs par MaPrimeRénov', on n'a pas les mêmes critères.
Là, pour nous, c'est pas acceptable. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait exactement les mêmes critères. Et donc, on a identifié encore quelques cas où c'était pas le cas. Et donc, c'est des textes qui vont être publiés d'ici l'été pour qu'on ait exactement les mêmes critères. Ensuite, l'idée, c'est que ce soit le plus fluide possible pour les ménages. Donc, on puisse avoir des dossiers qui soient les plus proches possibles entre les deux. Et enfin, pour les gros travaux, ça sera aussi le rôle de mon accompagnateur Rénov d'accompagner les ménages dans aussi cette partie demande d'aide. Mais il y a aussi, notamment, les professionnels des C2E accompagnent beaucoup les ménages dans la demande de MaPrimeRénov'. C'est-à-dire que quand ils vont proposer des C2E pour faire des travaux à un ménage, ils vont en général proposer le package C2E, MaPrimeRénov' et Éco-PTZ. C'est un peu il y a aussi les trois piliers, les aides disponibles plus le financement. Et l'ANA a créé ce qu'on appelle les mandataires MPR, c'est-à-dire ces professionnels qui sont beaucoup des professionnels des C2E qui vont pouvoir accompagner les ménages dans la demande de leur C2E. Donc l'idée, c'est bien d'avoir ce mécanisme le plus fluide possible, à la fois avec c'est ce rapprochement qu'on opère entre C2E et MPR, même si ça reste deux mécanismes distincts. L'idée, c'est qu'ils soient le plus rapprochés possible. Sur mon accompagnateur Rénov', l'idée, c'est bien que ce soit un professionnel qui aide le ménage à définir ses travaux, à choisir des entreprises, à suivre les travaux et à réceptionner les travaux. C'est une mission d'accompagnement à maîtrise d'ouvrage complète. Donc, on n'est pas du tout sur 150 €. On n'est pas non plus sur 3 000 €. Nous, dans nos estimations, on est plutôt sur 1 500 à 2 000 € en termes de coût que représenterait cette prestation de mon accompagnateur Rénov'. 1 500 à 2 000 € dans le cas général, parce qu'on prévoit qu'il y ait une sorte de prestation complémentaire, notamment pour des ménages très précaires, dans lequel l'accompagnement à la rénovation doit s'accompagner aussi d'un accompagnement social. Dans ce cas-là, on a un coût qui est bien supérieur, mais dans lequel il est important aussi pour nous que mon accompagnateur Rénov' soit formé à cette partie sociale. Alors tous ne le feront pas, mais en tout cas qu'ils sachent la détecter et orienter on aura en gros mon accompagnateur Rénov' spécialisés qui pourront accompagner les ménages très précaires. L'objectif, c'est bien que l'État prenne en charge une partie du coût de mon accompagnateur Rénov'. Donc ça fait partie de la concertation qui est lancée. Les principes de cet accompagnement, ça sera que le pourcentage d'accompagnement sera beaucoup plus important sur les ménages très modestes et modestes que sur les ménages aisés. Donc on aura à la fois un plafond d'accompagnement, un plafond de dépenses qui sera entre 1 500 et 2 000 €, et un pourcentage pris en charge par l'État, avec un pourcentage qui sera plus important sur les ménages très modestes que sur les ménages aisés. Donc ça fait encore l'objet de concertation et de réflexion pour que ce soit opérationnel à l'été. Juste pour bien comprendre, du coup, l'accompagnateur Rénov', il serait obligatoire dans le cas d'une rénovation globale. Tout à fait. Et donc le risque va pas être justement d'éloigner en fait le choix vers une rénovation globale, puisqu'en fait, si on dit aux gens, vous allez avoir du coup l'obligation de prendre une maîtrise d'œuvre, un accompagnateur Rénov', qui a un coût, donc on va dire, entre 1 500 et 2 000 €. Pour l'instant, on ne sait pas la prise en charge, mais ça veut dire qu'il y aura forcément du coup un reste à charge et donc quelque chose en plus. Et donc, du coup, plutôt, je dirais, avoir un effet qui peut faire un peu l'inverse, et à certaines personnes de se dire,
je vais faire l'économie de la maîtrise d'œuvre en passant vers du simple geste. Alors, il faut d'une part le voir globalement sur le coût mon accompagnateur rénove plus les travaux. C'est-à-dire que c'est ce qui compte pour le ménage, c'est combien il va dépenser dans l'opération globale. Donc, il aura le reste à charge qui compte, c'est celui qu'il aura sur l'ensemble. Et la prise en charge qui compte, c'est la prise en charge de mon accompagnateur rénove et des travaux. On peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on ne prend pas en charge à 100% mon accompagnateur rénove. Ça rejoint un peu le sujet des combles à 1 euro. Les combles à 1 euro, ça a été permis par une bonification importante des C2E pour cette opération. C'est une opération qui a porté ses fruits, puisque ça a permis l'isolation de plus de 2 millions de maisons individuelles dans l'opération des combles. Donc, qui est une opération d'isolation extrêmement efficace quand on a des combles perdus d'isolation. Mais inversement, on voit que quand le ménage ne paye rien, l'avantage, c'est qu'il n'a pas de reste à charge, et donc ça permet de massifier des opérations d'innovation. Inversement, quand il ne paye rien, il est beaucoup moins attentif à la qualité des travaux, aux travaux qui sont faits, puisque de toute façon, c'est que du bonus, puisqu'il n'a rien payé. C'est une question qui se pose beaucoup sur mon accompagnateur rénove, qui est, je dirais, une prestation encore plus complexe à vérifier que l'isolation des combles, puisque l'isolation des combles, après les travaux, on peut aller voir quels travaux ont été faits, quelle est la qualité des travaux. Contrôler une prestation intellectuelle, ça va être aussi un défi de lutter contre la fraude dans mon accompagnateur rénove. On est bien conscient que mon accompagnateur rénove, il y aura bien sûr plein de professionnels, enfin, l'immense majorité des professionnels feront sérieusement le travail de mon accompagnateur rénove, mais on est bien conscient que c'est une niche qu'on crée avec un système d'aide en face dans lequel il va falloir lutter de façon extrêmement efficace et extrêmement sévère contre un certain nombre de fraudeurs qui vont se dire « Ah, l'État nous a créé une niche nouvelle, avec une aide nouvelle, dans laquelle on va pouvoir, par une prestation intellectuelle, dans lequel il y a forcément dans cette prestation intellectuelle un déficit de connaissances avec le ménage. C'est-à-dire que le ménage ne saura pas forcément qu'est-ce que doit lui apporter mon accompagnateur rénove, et dans lequel l'idée, c'est pas que le ménage se dise de toute façon, c'est payé à 100%, la prestation, il n'a pas fait grand-chose, mais comme j'ai rien payé, en fait, c'est pas très grave. Et donc, c'est pour ça qu'on s'oriente vers une prise en charge qui sera très importante pour les ménages très modestes, mais quand même avec un reste à charge. Ce sujet, je dirais, de la prise en charge à 100%, des avantages et des inconvénients, est un sujet quand même compliqué dans les travaux de rénovation par rapport à la fraude. Peut-être encore. Non, mais je trouve que c'est un sujet du coup important sur les orientations. Pourquoi du coup, tel que je comprends l'accompagnateur rénove, en gros, c'est une maîtrise d'œuvre du coup avec une prise en charge, voilà. Ce qu'on s'aperçoit quand même, si on veut aller vers de la rénovation globale, si on veut pousser vers de la rénovation globale, c'est souvent le manque d'information au départ. C'est quelqu'un qui va commencer, et notamment justement avec que ce soit site internet, etc., où on va nous orienter sur des combles à 1 euro, sur changement de chaudière, sur toutes les prestations en fait comme ça, et donc du coup en fait va ne pas forcément orienter les gens vers la rénovation globale, et souvent le manque qu'il peut y avoir, c'est juste une petite étude qui permet à quelqu'un de savoir et de se dire, bah oui, moi dans ma maison, j'ai peut-être intérêt dans un premier lieu d'isoler mes combles et de commencer par ça, ensuite de faire mes menuiseries, et puis ensuite mes façades, et puis à la fin de changer ma chaudière, et d'avoir à la fois cet ordre dans les interventions, et puis une petite étude sur ces prestations-là qui permet ensuite, avec cette connaissance-là, de pouvoir s'orienter, de se dire, bah voilà, et je sais que ça va me coûter une prestation globale, j'en sais rien, 50 000 euros, et donc je vais aller vers une vraie rénovation globale, et là du coup je vais peut-être me tourner vers une maîtrise d'œuvre qui existe déjà en plus, enfin il y a des gens qui sont déjà des professionnels pour ça,
Mais je trouve que du coup, la première phase en fait d'accompagnement, et je le dis parce que je trouve qu'il y a pas mal de collectivités qui avaient travaillé sur la question et à travers des plateformes de rénovation avaient ce système-là, c'est-à-dire des gens indépendants en lien avec l'ADEME, voilà, qui orientaient. Et je trouve que ça avait cette facilité en tout cas, et surtout cette confiance, parce qu'on savait que c'était quelque chose de totalement indépendant, et donc du coup des gens qui étaient informés et qui du coup faisaient plus facilement le pas d'une rénovation globale, ou en tout cas ne faisaient pas d'erreur dans l'ordre en tout cas d'intervention de leurs prestations, quoi. Non mais je partage tout à fait, mais pour nous du coup c'est vraiment les 3 étapes, enfin les 3, enfin c'est un peu technocratique comme séparation, mais il y a l'information, le conseil et l'accompagnement. Donc l'information conseil, enfin je pense que ce que vous dites c'est plus pour nous ce qu'on appelle le conseil, c'est-à-dire que et le conseil il est extrêmement lié avec les collectivités puisqu'on est sur le réseau France Rénov'. Autant pour nous l'accompagnement n'est pas peut être fait par des agents publics ou être financé par des collectivités liées, on va dire ça existe parce que ce que vous dites, mais c'est pas forcément ça peut être aussi des prestataires privés. Autant l'information conseil c'est pour nous le réseau France Rénov', et effectivement notre enjeu c'est que toute personne qui se lance dans des travaux de rénovation ait un point de contact avec un espace France Rénov', ne serait-ce que l'idée c'est qu'il se dit je veux isoler mes combles, ce qui peut être une bonne opération, parce que pour des tas de raisons, qu'il ait systématiquement ce contact au moins d'information avec l'espace France Rénov'. Donc avec l'enjeu, c'est de massifier le réseau France Rénov', qui est en phase de croissance, pour qu'il y ait au moins cette étape d'information, l'information pouvant déboucher sur le conseil, mais encore une fois, si le ménage le souhaite, le conseil étant là pour lui dire, vu votre situation, installer une pompe à chaleur dans votre passoire thermique, là vous faites une erreur massive. Alors après, il peut y avoir encore une fois des tas de situations particulières du ménage. Soit il s'oriente vers une rénovation globale, soit pour des raisons, il ne souhaite pas le faire, mais qui peuvent être bonnes, il ne souhaite pas le faire, il va faire de l'isolation, un peu d'isolation et changer sa chaudière. Et ensuite, de pouvoir passer du conseil à l'accompagnement. Mais l'objectif, c'est bien d'avoir ces 3 étapes et de convertir au maximum le passage de l'une à l'autre. Pour le moment, dans les chiffres, on voit qu'une personne sur 2 qui fait appel à l'information va vers du conseil. Juste du coup, le réseau France Rénov', quand vous dites du coup de massifier, c'est quoi l'ordre ? Enfin, c'est quoi, une agence par intercommunalité ? Il y a quelque chose qui a été alors, par rapport à là. Alors, ce qu'on a quasiment, c'est une agence par EPCI. Un point France Rénov' par EPCI, c'est pour nous le minimum. Après, c'est un objectif 2025, non plutôt ? Alors on l'a quasiment atteint. Cet objectif mais effectivement, c'est vraiment un objectif fort d'avoir. Alors il y a le cas de l'outre-mer qui est à part. On a une table ronde. Qui a vraiment des spécificités dans lesquelles on n'est pas. Enfin, il y a clairement des départements d'outre-mer où dans certains départements on est quand même très en retard sur ces dispositifs. Mais avec aussi des spécificités dans la rénovation. Voilà. Et donc c'est vraiment la concertation qui est en cours, qu'on a lancée début mai avec les collectivités, qui est de voir comment est-ce qu'on massifie. Donc on faudra qu'on se fixe collectivement avec les collectivités des objectifs. L'objectif c'est au moins un espace par EPCI, mais après selon les situations ça peut être beaucoup plus. Très bien. Est-ce qu'il y avait encore des questions du rapporteur ? Non. Non. Est-ce que nos collègues... Non, pas d'autres questions. Eh bien, écoutez, on vous remercie. Si vous voulez quand même nous faire parvenir quelques éléments sur le tertiaire, parce qu'on n'a pas eu le temps de l'échanger. Et je suis à votre disposition si vous voulez d'autres éléments précis. On est à votre entière disposition. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le chef de service. Merci.